La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Évasion en région. Aujourd'hui on a la chance d'être, comme vous le voyez, sur un petit bateau sur le Rhône pour vous faire découvrir le territoire des Us et Rhône. Un territoire riche, mais on va en parler et vous faire découvrir tout ça à l'occasion de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour commencer, tout simplement, j'ai avec moi Jacques Dohin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Rhône Tourisme. Oui. Et c'est vrai qu'on le disait en début d'émission, il y a beaucoup de choses à faire, à commencer justement par ce fleuve, le Rhône, qui est un incontournable ici, et j'imagine qui drague une bonne partie de la clientèle touristique. Oui, effectivement, donc je suis le directeur de Rhône Tourisme, et Rhône Tourisme, c'est l'office de tourisme communautaire, donc qui couvre ce territoire des Us et Rhône. Et c'est un territoire qui est vraiment baigné par le Rhône, et de part et d'autre, parce qu'on a un territoire bidépartemental. On a 3 communes qui se situent dans l'Ain et 23 sur la Haute-Savoie. Effectivement, donc beaucoup d'activités vont être liées au fleuve, le bateau à passagers, et puis d'autres activités comme le canoë-kayak ou d'autres choses. On est longé aussi par la Via Rhôna, donc tout ce qui est itinérance, c'est aussi quelque chose qui est lié au fleuve. Alors on aura l'occasion de revenir justement au cours de cette émission sur toutes les activités, tout ce qu'il est possible de faire dans ce territoire. Mais c'est vrai que, on le disait, le Rhône, tant touristiquement que historiquement, c'est vraiment un incontournable. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour naviguer. Est-ce que déjà au niveau conditions de navigation, ça concerne beaucoup de monde ? Alors le Rhône est de nouveau navigable depuis une dizaine d'années, parce que la Compagnie nationale du Rhône a fait des travaux et a créé deux séries d'écluses, donc sur Anglefort, écluse de Chautagne, et plus au sud sur Virignat. Donc le Rhône est navigable, ça reste un fleuve, ça reste quelque chose de compliqué. Et depuis cette année, donc, on a ce bateau à passagers qui est amarré sur un ponton de Seyssel, qui est une sapine, donc un bateau à fond plat, en bois, traditionnel. Historique, oui. Historique, donc il a été fabriqué en Autriche, en Mélèze, mais c'est vraiment un bateau qui a les mêmes caractéristiques que les anciennes Sesland, qui étaient les bateaux qui étaient fabriqués à Seyssel, à l'époque de la batellerie, à l'époque où donc c'était plutôt au 19e siècle, fin 19e, où les marchandises venaient de Lyon jusqu'à Seyssel et repartaient de Seyssel jusqu'à Lyon. Seyssel, c'était le dernier port navigable au Rhône, et ensuite ces marchandises passaient sur des charrettes, étaient ensuite emmenées sur Genève ou sur Annecy par voie terrestre, et passaient notamment à Chaumont et à Clermont. Alors ça fait aujourd'hui plus de 1000 ans que ce port de Seyssel a une importance vraiment considérable. Aujourd'hui, est-ce qu'il trouve encore son public ? Est-il encore besoin et nécessaire de communiquer sur cette destination ? Tout à fait, communiquer sur cette destination Rhône, alors au Rhône au sens général, parce que le Haut-Rhône ça va de Genève à Lyon, mais c'est une destination qui est importante. Les gens, le Rhône on l'a un peu oublié. Je pense que la population, notamment la population locale, a oublié que notre territoire était bordé par le Rhône, et c'est important de se réapproprier ce fleuve. Donc on travaille beaucoup pour faire venir du tourisme de proximité, les habitants eux-mêmes, les agglomérations voisines, et on va aussi essayer de faire profiter de ce bateau les scolaires, notamment les scolaires des 2 Seyssel, car on a 2 communes qui se font vis-à-vis face au Rhône, entre Seyssel 1 et Seyssel. En toute fraternité, en bonne ambiance, j'imagine. En toute fraternité, et puis depuis des siècles. Alors l'histoire de la navigation, c'est même plus vieux que... Alors, vraiment l'apothéose de la navigation fluviale sur Seyssel, c'est le 19e, c'est sûr. Après l'arrivée du train, ça c'est un petit peu disparu. Mais la navigation existait depuis l'époque romaine, parce qu'un petit peu plus en aval, à la confluence avec le Fier, il y avait un port qui s'appelait Condat, c'était un port romain. Et il y a une voie romaine qui passe dans le Val de Fier, et déjà à cette époque, les marchandises arrivaient sur Seyssel, ou sur Condat plutôt, et ensuite prenaient la voie terrestre pour aller sur Annecy, par exemple, ou sur du côté de Rumilly.
Alors beaucoup de choses à faire, beaucoup d'histoires. On va vous présenter tout ça aussi complet que possible, sachant que voilà, on est au fil de l'eau et c'est un petit peu ça finalement le tourisme local, c'est profiter finalement d'un havre de paix, d'un havre finalement de nature presque intouché aujourd'hui. Vous avez raison, vraiment, quand on passe ces montagnes là, qui nous entourent, donc la montagne des Princes, on arrive sur cette vallée du Rhône qui est vraiment un havre de paix, un havre de verdure. Les gens qui viennent ici cherchent le calme, la sérénité. Et notre signature d'office de tourisme, donc la signature de Rhône Tourisme, c'est naviguer en terre douce. Donc c'est vraiment une terre de douceur, de calme, de sérénité, où il fait bon vivre, où c'est pas un tourisme de masse. Naviguer en terre douce, ça veut dire naviguer sur l'eau, mais c'est aussi naviguer sur terre. On a beaucoup de sentiers de randonnée, d'itinéraires VTT, de boucles pour les vélos à assistance électrique. On a aussi des boucles équestres. On a beaucoup de choses à pratiquer sur ce territoire. Plein de choses, il y en a pour tous les goûts. On va vous le répéter tout au long de cette émission. Jacques Doin, merci beaucoup d'avoir fait un petit créneau. Merci de nous accueillir sur ce fabuleux territoire. Eh ben, je vous remercie. C'est un plaisir. Je vous laisse repartir à vos occupations. Le temps juste pour moi d'accueillir notre prochain invité. Monsieur Gérard Lambert est parmi nous. Bonjour, monsieur le maire de Seyssel et vice-président de la communauté de communes Us et Rhône. Bonjour. Merci de nous accueillir également. Avec grand plaisir. Alors dites-moi, vous avez cette particularité, au-delà d'être l'édile de cette ville, vous êtes également un des fers de lance d'une des activités phares. Vous êtes vigneron et non, Oui, tout à fait. Ouais. Alors de moins en moins, on va dire, puisque je me suis engagé dans ce nouveau projet municipal. Alors projet municipal que j'avais déjà participé il y a déjà 30 ans à la vie municipale, et c'est vrai que je me suis retrouvé au sein d'une équipe dynamique et qui avait envie de reconstruire des choses à Seyssel, et donc voilà, on s'est engagé activement. Alors c'est un beau projet, mais c'est vrai que forcément quand on parle de Seyssel, on pense au Rhône et on parle du vin, on pense au bon vin. C'est des cépages qui ont gagné leur lettre de noblesse d'année en année et qui aujourd'hui sont quasiment incontournables sur toutes les meilleures tables françaises presque. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on oublie souvent que Seyssel, ça a été la première commune de France quasiment à demander l'appellation d'origine contrôlée. On l'a obtenue quasiment dans les tout premières de France, bien avant l'appellation Savoie qu'on a rejoint par la suite. Et c'est vrai qu'on a deux cépages à Seyssel principalement, l'Altesse, mais surtout, je dirais, la Molette qui est unique au monde. Et c'est vrai que moi, par mon activité, j'ai essayé de redynamiser un petit peu cette appellation avec tous les vignerons et puis redonner effectivement les lettres de noblesse. On est en train de voir un petit peu le bout de ce projet, puisqu'on est effectivement de retour sur les grandes tables. Et même en dehors de la France, puisqu'on a décroché dernièrement un marché dans les avions américains. Malheureusement, le Covid aujourd'hui est passé par là et a freiné un petit peu tout ce commerce. Mais effectivement, les vins de Seyssel retrouvent enfin leur place qui était celle des vins de Seyssel jadis, quand il n'y avait pas beaucoup de concurrence non plus à cette époque. C'était un sacré pari quand même, il fallait s'aligner. Aujourd'hui, il y a des grandes appellations internationales qui trustent le devant de la scène viticole. Comment il est possible finalement d'organiser toute une filière et pour pouvoir monter en qualité ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement une qualité qu'il faut absolument retrouver, et c'est peut-être un mot facile à dire, mais il faut quand même l'appliquer. Personnellement, moi j'ai engagé des cultures en biodynamie aussi, ça c'est un respect de l'environnement, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde a pris conscience de cette nécessité. Et puis il y a aussi, le deuxième aspect, c'est l'histoire, et je pense que Seyssel, c'est effectivement toute cette histoire. Alors autour du Rhône, on est sur le Rhône aujourd'hui, le Rhône qui a été un vecteur de communication et d'échanges commerciaux très importants, de l'Antiquité, où on a retrouvé des traces, notamment des écrits de Pline l'Ancien, qui vantait les vins de la Lobregie et les vins de Seyssel. Et on a trouvé dans les fouilles archéologiques de ce village gallo-romain, donc au sud de Seyssel, dans les années 70, des traces d'outils qui servaient à la culture de la vigne. Et effectivement, on a toute cette histoire, et je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de ces repères. On raconte tellement de choses aujourd'hui, on nous ment quand même beaucoup. Moi, je suis vraiment très motivé pour essayer de dire la vérité aux gens.
Et les gens ont envie d'entendre, retrouver cette histoire. Et nous, c'est notre objectif. Et c'est un peu grâce à ça aussi qu'on fait renaître un peu cette dynamique autour des vins de Seyssel, l'histoire et la qualité, bien sûr. Alors justement, ce virage, il a été pris il y a quelques années. Est-ce que pour l'instant, on commence à avoir les effets bénéfiques? Est-ce que les locaux, notamment, se réapproprient ce territoire et ce terroir? Oui, d'une manière générale, je pense que les vins de Savoie, si on englobe un peu toute la région, et nous, on est sur un territoire avec Ussel-Rhône également, il y a les vins de Seyssel, il y a les vins de Frangy. Je pense que globalement, effectivement, les gens reviennent à nos vins parce qu'il y a eu des gros efforts de qualité. Et c'est vrai que s'il y a une époque, les vins de la région étaient un petit peu boudés, aujourd'hui, effectivement, ils reviennent. Alors grâce aussi à des efforts importants de restaurateurs qui jouent le jeu et notamment des beaux établissements qui jouent la carte locale. Et ça, on est très heureux puisque c'est le dernier maillon de la chaîne avant le client final, avant le consommateur. Et c'est très important que tout le monde joue ce rôle-là. Écoutez, en tout cas, merci de ces quelques minutes, de ces quelques explications. Bon courage pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été? J'espère que les choses vont se calmer au niveau de ce virus. Et puis nous, on est tout à fait engagés dans un projet pour redonner un sens à notre territoire, redonner un sens autour de ce patrimoine, encore une fois, patrimoine historique, culturel et environnemental. C'est vraiment le fondement de notre mission et de cette mandature qu'on Et s'engage. c'est aussi pour ça qu'on est là également, pour mettre en valeur ce superbe territoire qui ne mérite que ça. Merci beaucoup, monsieur le maire, en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt. Et puis bon courage pour la suite. Le Merci. temps pour moi d'accueillir notre troisième invitée, Marie-Claire Teproguet, est parmi nous, la présidente de la commission culture et patrimoine du département de Haute-Savoie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie, avec plaisir. Et c'est vrai qu'on le dit depuis le début de cette émission, qu'est-ce qu'il est riche ce territoire des Us et Rhône, est riche au niveau historique, riche au niveau du terroir, mais également au niveau du patrimoine. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai que l'un des fers de lance, c'est le château de Clermont, le château qui chaque année attire de nombreux visiteurs et qui est aujourd'hui presque un incontournable des sites touristiques en Haute-Savoie. Oui, absolument. Le château de Clermont donc, est une propriété du département de la Haute-Savoie qui a acquis plusieurs sites incontournables dans l'histoire du territoire, tout comme la Chartreuse de Mélan à Taninges ou les sites d'Aiglières. Et le château de Clermont présente deux facettes. Il y a tout d'abord l'ancien château dont les archives attestent sa présence depuis le milieu du XIIIe siècle, qui était la résidence des comtes de Genève, qui ensuite est devenu un pôle administratif au XVe siècle du duché de Savoie et qui a été détruit ensuite en 1630 par le roi de France. Alors on a aujourd'hui plus que de rares vestiges qui sont protégés par la forêt, mais sur lesquels des fouilles archéologiques sont organisées par le département depuis quelques années. Parce qu'il y a vraiment un intérêt important à effectuer ces fouilles et à découvrir les bases de ce château. Et puis, juste en contrebas de cet ancien château, où on n'a plus que ses ruines, une forteresse a été construite, c'est le château de Clermont actuel, qui a été construit entre 1576 et 1580 par Monseigneur Gallois-Regard. Gallois-Regard était un enfant du pays. Il est devenu évêque, il était auprès des papes à Rome et il a décidé de faire construire, une fois qu'il est devenu riche et puissant, de faire construire sa résidence d'été ici au château de Clermont. Donc, selon les courants, différents courants culturels en Europe au XVIe siècle, ce château s'inspire notamment de l'art de la Renaissance. Alors, c'est une bâtisse massive, avec une façade massive à l'extérieur, mais on a une galerie inspirée de la Renaissance et une loggia à l'intérieur, qui est autour de la cour intérieure, depuis laquelle on a une vue sur le paysage albanais magnifique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il s'est vraiment imposé comme un des sites majeurs du département, tant pour le jeune public, les scolaires qui viennent découvrir là une partie de l'histoire, que pour de nombreux touristes étrangers ou extérieurs au département qui viennent un petit peu en savoir plus sur toute l'histoire justement des comtes de Genève, du duché de Savoie, etc. etc. Aujourd'hui, on n'imaginerait plus une offre touristique sans ce château. Oui, ce château a vraiment sa place maintenant sur ce territoire de l'Albanais, du Haut-Rhône.
Le département propose une offre culturelle importante aussi pour les visites. Donc, notamment, il est ouvert lors des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu cette année les 19 et 20 septembre. Le département a plaisir à organiser aussi chaque été une programmation de théâtre vivant très riche et variée. Qui a lieu notamment dans la cour intérieure du château, qui est prestigieuse, mais également sur l'esplanade extérieure, sous les cerisiers. Et c'est un moment très apprécié par les familles qui sont très nombreuses pendant l'été en général. D'ailleurs, il reste encore quelques petites dates d'ici la fin d'été. Il est encore possible de se rendre justement au château. Il reste encore des places Oui, tout à fait. Donc, depuis la crise sanitaire, on a eu le plaisir de revoir des visiteurs à partir du 2 juin. Évidemment, dans les conditions imposées maintenant dans le cadre de cette crise, c'est-à-dire avec le port du masque obligatoire, avec le respect des gestes barrières et de la distanciation physique. Mais des visites sont organisées tous les jours pendant juillet-août et les samedis et dimanches du mois de septembre. Pour notamment l'intérieur du château et les appartements meublés du premier étage. Donc ces appartements présentent un mobilier du 16e au 19e, permettent vraiment de comprendre la vie quotidienne de l'époque, avec dans les appartements une salle à manger d'apparat pour recevoir les invités, les cuisines et l'office, et aussi la partie privée, chambre et cabinet de travail des personnes de l'époque. On va pas tout spoiler non plus, on va laisser aux visiteurs quelques surprises. Bien évidemment, si vous aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous retrouver toutes les informations sur le site internet du château de Clermont, de la communauté de communes, du département. Bref, aucune excuse si vous passez à côté. D'ailleurs, pour continuer avec patrimoine, je vous propose de s'intéresser à d'autres petites histoires dans la grande histoire, celle notamment de la petite commune de Chaumont, c'est à quelques encablures d'ici, qui eux aussi ont passé un millénaire d'histoire à être très très important pour ce territoire. Je vous propose quelques explications et on se retrouve juste après. Entre Genève, Annecy et Seyssel, le petit village de Chaumont et ses 465 habitants. Aujourd'hui bien tranquille, la commune a toutefois connu ses heures de gloire aux alentours du XIIe siècle, quand le site servait de grenier à blé pour les comtes de Genève. Une époque qui a marqué la commune et permis à ses habitants de ne manquer de rien. C'était un passé commercial aussi. Et puis du fait des franchises, Agnès de Châlons en 1310 a accordé ses franchises à Chaumont. Ça veut dire on a des péages, on a des portes à l'entrée et à la sortie du bourg. Donc le marché à grains est sécurisé. Ici, on est en sécurité. Donc ça permet un développement social grâce au commerce. Un développement qui se retrouve encore aujourd'hui scellé dans la pierre des maisons d'époque. Bas-reliefs, escaliers à vis ou autres cadrans solaires sont en effet autant de marques qui permettent d'attester de la richesse des habitants il y a de cela près de 800 ans. Une époque faste, aujourd'hui symbolisée par les ruines du château qui dominent toujours le village. C'est un site communal, donc c'est le maire qui a la responsabilité de ce château. Il y a une association qui est Viva, Défense du patrimoine. Donc de 2003 à 2006, on a consolidé ce qui restait, vraiment le restant. Il y a eu une forte mobilisation de la population avec une souscription qui a rapporté 30 000 €. Quand même, pour un petit village comme ici, c'est énorme. Et après, une fois qu'il y a eu la souscription, des subventions, tout s'est enchaîné et on a pu le consolider. Un site toujours aujourd'hui suivi par des scientifiques qui permettent de mieux comprendre le passé de l'un des carrefours européens du Moyen-Âge. Cela grâce à la comptabilité précise des châtelains, dont le rôle était de percevoir les taxes locales. On a toutes ces dépenses sur 2 siècles. Ça, c'est en vieux français, c'était aux archives d'Annecy, tout a été scanné, et là, en ce moment, c'est en train d'être retraduit. Donc, ce que je vous dis, avec la maquette qu'on a là, c'est avec les éléments qu'on avait il y a une dizaine d'années. On aura sûrement d'autres éléments, parce qu'on a, par exemple, la porte s'est cassée, les planchers sont partis, il faut les réparer. Donc avec toutes les réparations, toutes les dépenses qu'il y a et tous les jours de travaux des maçons ou des ferrailleurs, tout le monde, on peut savoir à peu près qu'est-ce qui a été changé, combien, la superficie, ce qui permet de savoir exactement ce qu'il y avait de plus en plus précisément. Afin de rassembler toutes les informations trouvées à ce jour, un livre devrait être édité sur le passé de Chaumont et de son château. Un ouvrage qui devrait voir le jour à l'horizon 2021.
Vous le voyez, on est toujours sur le Rhône pour découvrir ce superbe territoire qu'est les US et le Rhône. Et avec moi justement Nicolas Rossi, un des co-gérants de Prolynx. Bonjour. Et bonjour, Merci d'être là. merci à vous de venir jusqu'à nous. C'est un plaisir. Dans ces circonstances-là, on n'a pas trop à forcer. On est bien. On a parlé du côté terroir, on a parlé du côté patrimoine, mais ici il y a aussi beaucoup de choses à faire, également pour les sportifs. Prolynx, c'est à la base une entreprise qui est spécialisée dans les embarcations légères, on peut le dire, kayak, canoë. Donc oui, nous au départ Prolynx, Prolynx a été créé en 2007 par des passionnés du plein air et du territoire. Et donc oui, effectivement, nous on utilise plutôt nos muscles et notre souffle pour nous déplacer. En tout cas, voilà, on se déplace à l'aide d'activités douces comme le canoë ou le vélo, aussi la randonnée. Ouais, c'est vrai qu'ici, ce territoire, c'est un petit peu la Mecque finalement, on peut faire tout ce qu'on veut, à quelques portées de coups de pédale, coups de pagaie, on est très vite dans des sites assez exceptionnels. Voilà, je dirais que c'est la Mecque du sport de plein air pour la famille. Parce qu'on a justement des environnements comme on a là, donc le Fier, le Rhône, qui sont des rivières. Ici, on est dans la retenue entre guillemets du barrage de Meaux, donc ça s'apparente à un lac. Donc pour la découverte, c'est parfait, hein, ça permet de se tester. Ici, sur ce parcours-là, on est sur le parcours qu'on appelle la Petite. On part de la base de Seyssel, on remonte le Fier, et donc c'est un parcours qui fait 5 km, qui permet de tester, on va dire, le comportement de la famille sur l'eau, avec des bateaux qui vont jusqu'à 4 places. Et ensuite, on peut donc partir sur la descente du Rhône jusqu'à Vions, en parcourant la zone naturelle protégée de la Malourdie. Et on peut ensuite aller jusqu'à Chana et rejoindre le lac du Bourget. Sachant que ça, c'est un petit peu finalement la base, mais que derrière il y a beaucoup de petites particularités, de petits détours un peu insolites qu'on peut agrémenter. Alors oui, on a des choses insolites, mais je crois que déjà le parcours en soi l'est, puisque voilà, comme je dis souvent, moi je suis originaire de Culose, hein, je suis parti apprendre ce métier de guide de rivière sur les rivières où il existait. Et donc on a, avec l'équipe de Prolynx, avec tous ceux qui sont passés, qui ont participé, on a implanté cette activité, on va dire on a démocratisé l'activité canoë, l'activité de plein air dans cette région. Ouais. Alors ça date d'une douzaine d'années à peu près. Oui. Aujourd'hui vous êtes totalement incontournable sur ce Haut-Rhône. Est-ce qu'il y a encore de la place pour davantage de monde? Est-ce que vous avez trouvé votre public? Aujourd'hui c'est devenu justement un site parmi les plus fréquentés ou en tout Alors cas... justement, je pense que c'est un site qui devient fréquenté, mais que nous en tout cas on ne souhaite pas forcément, que c'est le discours un peu de Monsieur le maire ou de Jacques tout à l'heure. C'est voilà, on veut rester sur un tourisme vert, responsable. Je crois qu'on est dans l'air du temps. Et voilà, on ne tend pas à devenir un site, on va dire, de fréquentation de masse. Il faut que Nous, ça par reste exemple, préservé. Voilà, nous, par exemple, sur nos descentes canoë, on se limite en fréquentation. On limite à une centaine de personnes par jour sur le parcours. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Espacé de 20 à 30 minutes. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec certaines autres rivières où on a des fréquentations qui peuvent être le triple ou le quadruple, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas notre souhait. C'est pas l'usine. Non, c'est de rester des petits artisans qui font bien leur travail et Et à content de taille humaine. s'occuper de tout le monde. Bon bah top, en tout cas merci beaucoup Nicolas. Vous l'avez compris, si vous voulez vous aussi découvrir tout ce territoire, tout simplement il faut s'adresser à Prolynx. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas meilleur. Merci beaucoup Nicolas, je te laisse retourner vaquer Merci. à tes occupations. Allez, même j'y si pour retourne parce qu'on l'instant, est quand même en plein mois d'août. Donc, on a du accessoirement. Le temps pour moi d'accueillir notre dernier invité de cette émission. Dimitri Coulon est avec nous, le responsable relations du tourisme à la Compagnie nationale du Haut-Rhône. Merci beaucoup Dimitri d'être là. Bonjour. De nous accueillir sur cette superbe partie de rivière que vous connaissez bien, j'imagine. Alors oui, effectivement, c'est un secteur qu'on aime bien, qui est très joli et qui est très très bien entouré puisqu'on a le Grand Colombier d'un côté
La Savoie, là on est vraiment au cœur Savoie, Haute-Savoie 1, puisque la confluence Fière-Rhône, c'est vraiment ce point-là. C'est un site touristique, on l'a dit à l'occasion de cette émission, de premier ordre. Il y a aussi toute une part finalement du tourisme qu'on a peut-être tendance à oublier. C'est celui notamment des retenues. On parle du barrage de Génissia qui est aujourd'hui, pareil, un site incontournable pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'hydroélectricité et un petit peu toutes les grosses machines finalement. Oui, tout à fait. Le barrage usine de Génissia, c'est le premier ouvrage à avoir été mis en service par la Compagnie nationale du Rhône en 1948. C'est un ouvrage de moyenne chute, qui est une pièce maîtresse pour la gestion du fleuve et pour la production d'hydroélectricité à l'échelle de la vallée du Rhône. Depuis 1948, on a continué d'aménager le fleuve avec 19 ouvrages en tout. Et effectivement, c'est tout près d'ici. Il y a quelques kilomètres et on se trouve vraiment dans un autre registre. C'est un secteur beaucoup plus encaissé, qui est assez peu vu d'ailleurs, assez peu connu, mais absolument magnifique, avec des possibilités de promenade autour du site intéressantes, et surtout depuis maintenant plus de 2 ans, la possibilité de visiter l'ouvrage de l'intérieur avec un parcours guidé avec des professionnels qui dure à peu près 2 heures. Voilà. J'imagine que ça perturbe pas trop les professionnels. Justement, si vous l'avez proposé, c'est que forcément il y avait de la place. Alors c'est vrai que c'était un enjeu important de pouvoir faire ce parcours en toute sécurité, sans gêner l'exploitation, puisque le site est tout à fait utilisé, exploité. Ce n'est pas un musée, c'est vraiment un site en activité. Donc on a investi au titre de nos missions d'intérêt général pour mettre en place ce parcours. Et on a choisi de recruter des guides professionnels pour vraiment dégager nos collègues exploitants de ce sujet qui n'est pas leur cœur de métier, et du coup assurer ces visites de manière très qualitative pour des publics qui sont très très différents, qui viennent d'un petit peu partout et parfois d'assez loin. Bon, c'est sûr que Génissia, ça reste une icône, si on peut dire. Est-ce qu'il y a d'autres sites comme celui-ci, alors peut-être pas aussi importants, mais sur lesquels on essaye aujourd'hui d'amorcer un certain tourisme? Oui, on a démarré par Génissia, mais historiquement, le site de Génissia avait été conçu pour accéder aussi à l'intérieur et le visiter. Quand on le visite, on s'en rend compte, c'est vraiment un site d'intérêt patrimonial majeur. Donc on a commencé par travailler ici. Et puis depuis maintenant un peu plus d'1 an, on a ouvert un 2e site, beaucoup plus au sud de la vallée du Rhône, à Bolène, pour faire des parcours aussi à l'intérieur et proposer à tous les publics donc de comprendre ce que recoupe l'hydroélectricité, la production d'énergie à partir du fleuve, et puis aussi une manière aussi de parler de tous les sujets finalement qui gravitent autour. On a appelé cette démarche tourisme industriel, mais en réalité on parle beaucoup d'énergie renouvelable, de gestion de la ressource en eau, de biodiversité, de lutte contre le changement climatique. C'est vraiment un outil pédagogique pour un très grand nombre de personnes. Et ça fait autant de sujets qui aujourd'hui sont un petit peu dans l'air du temps et sur lesquels, au-delà de surfer, il y a vraiment un intérêt de la population, j'imagine. Oui, on voit qu'il y a une appétence très forte pour ces sujets, et c'est ce que je vous disais, on a des groupes très très différents, à la fois des scientifiques qui viennent découvrir le secteur, et on a des délégations étrangères qui viennent vraiment comprendre comment fonctionne ce type d'ouvrage et ce que ça peut apporter. Puis on a beaucoup de publics scolaires également, donc là on a toutes les dimensions pédagogiques, et on a eu plus de 10 000 visites par an sur ces 2 premières années à Génissia. À Bolène, je n'ai pas les chiffres, mais c'est du même ordre. Il ne saurait en être autrement. On est en capacité d'accueillir à peu près le double. On avait dimensionné le parcours pour accueillir à peu près 20 000 personnes par an. Donc c'est très simple en fait pour aller visiter ces sites. Il y a un site internet qui s'appelle les circuits de l'énergie, lescircuitsdelénergie.fr. Et là, vous pouvez vous inscrire directement, choisir un créneau de visite, et puis vous êtes ensuite enregistré, et il n'y a plus qu'à vous rendre sur place pour faire la visite. Il faut anticiper quelques jours à l'avance, c'est tout. Et ben voilà, le message est passé. Merci en tout cas à Dimitri d'avoir participé à cette émission. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, avec plaisir. Et puis voilà, on est déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Évasion en région. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée avec nos programmes. À bientôt. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.